Bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode des Secrets du droit international. Cet épisode est la première partie d'un diptyque consacré aux personnes privées, vous, moi, et leur place en droit international. Le premier épisode, celui-ci, sera consacré aux droits fondamentaux, et le deuxième épisode, celui de demain, sera consacré au droit pénal international. Et on va vraiment prendre ça par le bout pratique de la chose. Vous avez des problèmes, qu'est-ce que le droit international peut faire pour vous ? Bon, quand je parle de problèmes, je parle évidemment des violations des droits fondamentaux. Parce que tous ces droits de l'homme sont garantis au niveau international par des traités. Les États concluent donc des traités dans lesquels ils se promettent mutuellement de ne pas torturer, ne pas discriminer, ne pas maltraiter, etc. En vertu de ces traités, les personnes physiques, vous, moi, avons donc le droit de ne pas être torturées, ne pas être violentées par les États qui les ont ratifiés. Imaginons donc, je me fais violenter par la police au cours d'une manifestation. Comment puis-je faire valoir mes droits fondamentaux ? Dans un premier temps, et il ne faut pas l'oublier, je peux aller devant les juridictions nationales. C'est là le premier endroit où l'on peut invoquer les droits fondamentaux. Si cela ne marche pas, je pourrais ensuite aller devant des instances internationales. Retenez bien que c'est aussi pour ça que la plupart des institutions de recours internationales prévoient que l'on doit d'abord avoir épuisé les voies de recours internes avant de se présenter devant elles. Ce n'est que si tout ça n'a pas apporté satisfaction que l'on pourra envisager d'aller devant les instances internationales. Ces instances internationales, il en existe essentiellement de deux types. D'une part, les juridictions et d'autre part, les comités. Les juridictions, ce sont donc des cours ou des tribunaux internationaux qui prévoiraient la possibilité de porter plainte contre un État qui ne respecte pas les traités que ces juridictions sont chargées de protéger. C'est classe et assez efficace. Parce qu'à la fin, on obtient un jugement que l'État est normalement tenu de respecter. Un exemple d'une telle juridiction, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été établie pour protéger l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y en a aussi d'autres, et elles sont souvent instaurées au niveau régional, telles que la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour le continent américain, ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en Afrique. De l'autre côté, on a donc les comités, qui eux sont institués par des traités, mais qui n'ont qu'un pouvoir de surveillance et de recommandation. On pourrait donc, entre guillemets, porter plainte contre un État, on appelle plutôt ça porter une situation à la connaissance du comité, mais ce comité ne pourra que donner son avis sur la question et d'éventuelles recommandations à l'État membre. Ce n'est certes pas aussi bien qu'un jugement, mais ça peut quand même avoir un certain poids politique. Quelques exemples ici des comités les plus connus, on a par exemple le comité contre la torture, instauré par la Convention contre la torture, ou le comité des droits de l'homme, instauré par le Pacte de New York des droits civils et politiques. Donc je récapitule, je me fais violenter par la police, bim, violation des droits fondamentaux. Premièrement, je devrais essayer d'aller devant les tribunaux nationaux de l'État sous la juridiction duquel je me trouvais. Donc ici typiquement, ce serait peut-être la Belgique. Si ça ne marche pas, je peux ensuite aller devant les instances internationales. Mais il y a alors deux choses à vérifier. Premièrement, l'État a-t-il bien signé et ratifié l'instrument de protection des droits de l'homme concerné ? Et deuxièmement, et il ne faut surtout pas oublier cette étape, l'État a-t-il bien accepté la compétence de l'instance de contrôle ? Pour la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pratique, si la Convention européenne a été ratifiée, c'est automatique, on a accepté la compétence de la Cour. Mais le plus souvent, les États doivent aussi spécifiquement accepter la compétence de l'organe de contrôle, en ratifiant un protocole ou en faisant une déclaration spécifique. C'est donc quelque chose qu'il faut vérifier. Par exemple, le Pacte international des droits civils et politiques prévoit un protocole facultatif qui instaure le Comité des droits de l'homme. La Convention contre la torture, elle, prévoit que l'État qui souhaite reconnaître la compétence du comité doit faire une déclaration spécifique à cet effet. Le comité ne peut ainsi connaître d'aucune affaire qui concernerait un État qui n'aurait pas fait une telle déclaration. En résumé donc, on commence généralement par un recours interne et ensuite, lorsqu'on veut passer à l'international, on regarde quels sont les traités qui ont été signés et ratifiés par l'État concerné et également si l'État concerné a bien accepté la compétence des instances de contrôle. Si tout cela est positif, on peut donc alors intenter un recours contre l'État devant ces instances. En gros, c'est donc ça qu'il faut savoir concernant la protection des droits fondamentaux en droit international. Pour terminer, deux petites curiosités qui méritent encore d'être mentionnées. Premièrement, je le disais, lorsqu'on a subi une violation des droits fondamentaux, il faut se plaindre contre l'État sous la juridiction duquel on se trouve, puisque c'est lui qui devait faire respecter nos droits fondamentaux.
C'est ce qui est inscrit par exemple à l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit que les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés, etc., etc. En général, cette juridiction est assimilée au territoire de l'État. Mais il y a une petite subtilité en plus, la Cour européenne des droits de l'homme a déterminé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que lorsqu'un État contrôle une situation en territoire étranger, il est aussi responsable d'y faire respecter les droits de l'homme. Autrement dit, lorsque l'armée britannique tient un camp de prisonniers en Irak, la Convention européenne des droits de l'homme s'y applique aussi. C'est l'affaire Al-Skaini. Quand la police française arrête un criminel au Soudan, ce criminel est aussi protégé de mauvais traitements par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est l'affaire Ramirez-Sanchez. C'est rigolo d'ailleurs cette affaire. Avant, je l'appelais affaire Carlos, du nom du terroriste concerné, Carlos Ramirez Sanchez. Mais depuis qu'un milliardaire franco-libanais, également prénommé Carlos, a fui le Japon dans une malle pour violoncelle, il n'y a plus moyen de trouver quoi que ce soit sur l'affaire qui nous intéresse en tapant affaire Carlos dans Google. C'est bien triste, si vous voulez mon avis. Enfin bref, la Cour européenne des droits de l'homme a donc décidé que la juridiction des États, au sens de la Convention, pouvait être étendue à toutes les situations sur lesquelles les États ont le contrôle en dehors de leur territoire. Enfin, deuxième petite curiosité, il y a également un autre moyen un peu plus rare de faire valoir ces droits fondamentaux devant des tribunaux internationaux. Il s'agit de la protection diplomatique. Je pense que je l'avais déjà évoqué dans l'épisode 2 en disant que c'était une procédure tout à fait différente des immunités, et vous allez voir maintenant pourquoi. C'est une procédure donc assez rare par laquelle un État, voyant qu'un de ses ressortissants a subi une violation du droit international, prend fait et cause pour lui et porte plainte contre l'État responsable de la violation devant des tribunaux internationaux. L'exemple qu'on cite le plus souvent, c'est celui de l'affaire Diallo devant la Cour internationale de justice. Monsieur Diallo, c'est un homme d'affaires guinéen qui veut aller faire des affaires en République démocratique du Congo. Il y va, mais après quelques années, il est exproprié de ses terres au Congo et expulsé en Guinée. Là, la Guinée décide d'intenter une action devant la CIJ contre le Congo pour obtenir réparation du dommage subi par Monsieur Diallo. C'est un cas de protection diplomatique. Devant la CIJ, l'affaire sera donc Guinée contre République démocratique du Congo. Monsieur Diallo n'est pas parti à l'affaire, la Guinée l'a remplacé. Et à la fin, la CIJ va décider que le Congo a effectivement violé le droit international et qu'il doit payer 85 000 $ à la Guinée pour M. Diallo. M. Diallo n'était pas quelqu'un de spécial, il n'était protégé par aucune immunité, c'est juste que la Guinée a choisi d'exercer sa protection diplomatique pour son ressortissant. C'est une procédure qui est assez rare pour une raison bien spécifique. Les États n'ont aucune obligation de la pratiquer. Ils ont un pouvoir discrétionnaire de décider s'ils veulent le faire ou pas. Et en général, c'est plutôt non. En résumé, la protection diplomatique demande deux choses. Premièrement, la violation par un État des droits d'un particulier ressortissant d'un État étranger. Et deuxièmement, l'accord discrétionnaire de l'État du ressortissant de prendre fait et cause pour lui devant les tribunaux internationaux. Mais c'est plutôt rare donc. Par contre, si vous êtes fan du droit de la mer, sachez que la protection diplomatique y est beaucoup moins rare. Puisque la plupart des affaires du tribunal du droit de la mer, lorsqu'elles impliquent des navires saisis, à savoir à peu près tout le temps, sont en fait des actes de protection diplomatique où les États prennent fait et cause pour les navires qui battent leur pavillon. Ah, c'est vraiment très beau ça, j'aime beaucoup. Et voilà, ainsi s'achève l'épisode d'aujourd'hui consacré aux droits fondamentaux et on se retrouve demain pour un épisode consacré au droit pénal international. À demain!